Nous étudions aujourd'hui une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. John Hughes est né le 11 novembre 1833 à Douglas, sur l'île de Man, de Robert Hughes et Mary Ann Stevenson. À l'époque, Douglas, la capitale, était une ville côtière en pleine expansion et un port important. Elle reliait l'île à la Grande-Bretagne et à l'Irlande, créant une communauté dynamique de pêcheurs, marchands et artisans. La famille de John était religieuse et assistait régulièrement à l'église, où leur foi occupait une place centrale dans leur vie. Les dimanches étaient dédiés aux offices religieux et l'enseignement des Écritures rythmait leur quotidien. Leur vie était confortable. Ils vivaient dans une ferme assez grande qui leur assurait un mode de vie stable. Cependant, lorsque Jean avait environ 5 ans, son père est décédé, laissant sa mère l'élever seule. Sans le soutien de son père, la vie est devenue plus incertaine. Et à mesure que Jean grandissait, il avait du mal à s'installer dans un travail. Ambitieux, il cherchait sans cesse ce qui donnerait un sens à sa vie, sans avoir trouvé sa place. Peu importe la voie qu'il essayait, il semblait toujours se sentir instable et incertain. En 1853, il quitta l'île de Man pour s'installer à Liverpool, ville portuaire en plein essor, offrant de nombreuses opportunités à ceux cherchant un nouveau départ. 2 ans plus tard, le 17 avril 1855, il épousa Margaret Neal, une jeune femme issue, comme lui, d'une famille où la foi et l'église étaient centrales. Dans les années qui suivirent, Margaret donna naissance à 2 fils, mais tragiquement, le 2e enfant ne survécut pas à la petite enfance. Cette perte bouleversa John et, en 1860, il décida de partir seul aux États-Unis. Le pays offrait de belles perspectives aux immigrants, avec des emplois dans l'agriculture, les mines et la construction ferroviaire. Des villes comme New York et Chicago connaissaient une croissance rapide, offrant du travail dans les usines et les entreprises. Jean s'est installé à Bedford, Ohio, et a ouvert un cabinet médical sur la place publique. Il semblait qu'il avait enfin trouvé une profession qui lui convenait. C'est ici qu'il rencontra pour la première fois un gentleman nommé Monsieur Thomas Parsons. La présentation eut lieu grâce au cousin anglais de Monsieur Parsons, Harry Parsons, qui connaissait Monsieur Hughes depuis un certain temps. En 1863, John fit venir Margaret et leur fils, réunissant enfin la famille. Mais comme la guerre civile faisait toujours rage, leur temps ensemble fut de courte durée, et John s'engaga dans le 58e régiment d'infanterie volontaire de l'Ohio. Peu après, promu sergent, ses compétences médicales lui valurent d'être nommé assistant chirurgien. À l'été, il était responsable de l'hôpital maritime de Vicksburg, se consacrant entièrement à son travail. Les exigences étaient grandes, mais il semblait avoir trouvé un but en s'occupant des soldats blessés. Cependant, quelques mois plus tard, il reçut la nouvelle que son fils était très malade. Sans hésiter, il démissionna de son poste et entreprit le long voyage de retour à Bedford. Ce à quoi il est revenu n'était pas la maison qu'il avait quittée. Marguerite était tombée dans l'ivrognerie, son imprudence causant des problèmes constants avec les voisins, et la maison familiale autrefois paisible était désormais troublée et désordonnée. Jean s'est concentré sur le rétablissement de son fils, veillant à sa guérison avant de prendre la décision de partir. Il n'a pas pu supporter le chaos, alors il a déménagé à Cleveland et a ouvert un cabinet médical. Il se sentait souvent coupable d'avoir demandé à sa femme de quitter l'Angleterre pour l'Amérique, puis de l'avoir abandonnée. Il faisait face à des émotions contradictoires et s'est mis à boire, espérant que l'alcool atténuerait sa douleur et lui offrirait un répit temporaire. Un soir, il a assisté à un bal de bienfaisance pour les soldats, un événement destiné à rassembler les membres de la communauté afin de soutenir ceux qui étaient touchés par la guerre. Entouré de musique entraînante, de danse et de conversation, il chercha une fois de plus du réconfort dans l'alcool, buvant plus qu'il n'aurait dû. À la fin du bal, il a choisi d'aller voir son ami Harry Parsons plutôt que de rentrer chez lui. Il est arrivé chez lui et a encore bu avant de finalement succomber à ses excès et de s'évanouir. Le lendemain matin, il s'est réveillé rempli de honte et de remords. Sa tête lui faisait mal après les excès de la veille. En tentant de rassembler ses pensées, il fut accueilli par Tamsin, cousine de Harry Parsons et fille de Monsieur Thomas Parsons, qu'il avait rencontré en 1863. Tamsin était très belle et parla à John de son inquiétude concernant ses habitudes de boisson, mais John n'écoutait pas vraiment. Au lieu de cela, il la regarda simplement, oubliant momentanément ses soucis. Malgré son état,
Il ressentait une attirance inexplicable envers elle, un mélange d'admiration, de curiosité et de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Peu de temps après, il la persuada de voyager avec lui à Pittsburgh, où, le 19 décembre 1864, il la demanda en mariage et elle accepta avec joie. Le lendemain, ils se marièrent. Il a pu épouser Tamzin en remettant au juge un document attestant qu'il était divorcé. Mais ce document était faux. En fait, le docteur John Hughes était encore légalement marié et avait trompé le tribunal ainsi que sa fiancée pour dissimuler son mariage. La nouvelle du mariage parvint vite à la famille Parsons. Sachant que John Hughes était déjà marié et doutant de tout document attestant d'un divorce, ils envoyèrent le beau-frère de Tamzin, Monsieur Joseph Haynes, la retrouver. Avec l'aide des forces de l'ordre, il retrouva les jeunes mariés à l'hôtel Sinclair. John Hughes fut alors arrêté pour bigamie. Un procès très médiatisé suivit, attirant l'attention à Cleveland et Bedford. Le dossier contre le docteur était accablant et des témoins ont fourni des témoignages sur sa tromperie et son mariage frauduleux. Malgré ses tentatives de se défendre, les preuves accablantes laissaient peu de place au doute. Et le juge a prononcé une peine de 4 ans de prison à purger au pénitencier d'Allegheny. La condamnation a non seulement affecté sa réputation professionnelle et personnelle, mais elle a aussi jeté une ombre de disgrâce sur lui. Autrefois considéré comme un médecin respecté, il est désormais devenu l'objet de la condamnation publique. Sa seconde épouse, Tamzin, a porté le fardeau émotionnel du scandale, endurant à la fois le chagrin personnel et l'humiliation d'avoir été trompée de manière aussi cruelle. La nature publique de l'affaire signifiait qu'elle ne pouvait échapper au chuchotement et au jugement de ceux qui suivaient la procédure, ce qui accentuait encore sa détresse. Le docteur John Hughes, cependant, n'a purgé que 3 mois de sa peine et a été gracié en mars 1865. Déterminé à suivre une meilleure voie, il est retourné à Cleveland et a repris sa pratique médicale. Cependant, des difficultés financières l'ont contraint à vivre modestement. Et malgré ses tentatives pour retrouver une certaine normalité, l'ombre de son passé planait sur lui. Son épouse, ne pouvant lui pardonner, a organisé son retour sur l'île de Man. John a brièvement envisagé de l'accompagner, mais il a finalement décidé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas subir l'humiliation de sa présence, et il n'avait pas assez d'argent pour payer son billet. Désormais seul, il désirait vivement se réconcilier avec Tamzin. Le 24 juillet au soir, il est venu chez elle sans invitation, la suppliant de revenir. Malgré son insistance, Tamzin a refusé. Elle n'était pas prête à pardonner la tromperie qui avait causé tant de problèmes dans sa vie. À son retour, son père a ordonné à John de partir et a prévenu les autorités. John Hughes a ensuite été arrêté. Afin d'éviter une punition supplémentaire, il a accepté de ne plus se rendre chez les Parsons ni de contacter Tamzin. Mais il est resté obsédé par la jeune femme et, dans les jours suivants, a proféré des menaces inquiétantes contre elle et sa famille, allant jusqu'à demander à un collègue médecin de lui prêter une arme à feu. Le lundi 8 août, il a quitté Cleveland en calèche avec un ami nommé Oscar Russell et un cocher nommé Oricard. Ils sont d'abord allés à Newborough, puis ont choisi un hôtel à Bedford. Le mardi 9 août vers 10h, John a envoyé un garçon voir si Tamzin était chez elle. À son retour, le garçon a dit que Mademoiselle Parsons et sa mère cueillaient des mûres. Sans se décourager, John est parti à sa recherche. Et après avoir vu la jeune femme marcher vers sa maison, il a essayé de lui parler. Mais une fois de plus, Tamzin a dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et qu'elle le ferait arrêter s'il continuait à la poursuivre. Heureusement, un gentleman passait en voiture et a raccompagné Tamzin et sa mère chez elle. Négligé et frustré, le docteur Hughes est allé dans un bar et a recommencé à boire. Il avait entendu que Tamzin était courtisée par un autre homme, ce qui le rendait très jaloux et en colère. L'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre le rongeait et, à chaque verre, ses émotions devenaient de plus en plus intenses. Incapable de lâcher prise, il quitta le bar et repartit à sa recherche. En approchant de chez elle, il apprit que sa famille était partie à Bedford Village pour le faire arrêter. En réalisant cela, sa frustration devint désespoir. Il attendit au coin, hors de vue, et finalement, sans se douter de sa présence, Tamzin sortit. Il s'est approché et lui a redemandé de venir, mais elle a encore refusé. Alors qu'elle s'éloignait, il sortit un pistolet de sa poche et, la regardant droit dans les yeux, il dit « Au revoir, Tammy, nous nous retrouverons dans un autre monde ». Il a alors tiré. La première balle l'a touché à l'arrière du cou. Il a tiré encore,
cette fois touchant l'arrière de sa tête et la tuant sur le coup. John courut vers la route, où sa calèche l'attendait. Il sauta dedans et, pistolet pointé sur le cocher, lui ordonna de partir. Ils dévalèrent la route vers Newborough, poursuivis par un soldat et Joseph Haynes, témoin de toute la scène. À 1 mile du village, le docteur Hughes sauta de la voiture et courut dans les bois voisins. Ses poursuivants ne l'aperçurent pas et continuèrent à suivre la voiture, finissant par la rattraper pour se rendre compte que le docteur Hughes n'était pas à l'intérieur. De nombreux villageois sortirent et participèrent aux recherches. Les routes étaient surveillées et des hommes avançaient ensemble parmi les arbres où John Hughes avait disparu. La zone était un mélange de bois épais et de prairies ouvertes, ce qui rendait la recherche assez difficile. Après 3 heures, il a été aperçu près d'un buisson et sans résistance. Il a été arrêté. Il a été placé dans un fourgon de police et ramené à Bedford. Il a été rapporté que pendant le trajet, le docteur Hughes a parlé ouvertement de ce qui s'était passé. Lorsque l'un des policiers a commenté la nature tragique de l'événement, le docteur Hughes aurait répondu « Non, j'y suis allé exprès pour la tuer, et je suis content de l'avoir fait. Je l'ai tuée par pur amour. Si j'avais pu tuer Joseph Haynes aussi, je me sentirais complètement satisfait. » 19 heures, ils sont arrivés à la prison du comté où le prisonnier a été mis en cellule et accusé de meurtre. Son procès a débuté mercredi 6 décembre devant le juge Coffinberry, dans une salle d'audience pleine de public et de journalistes. Tous étaient impatients d'assister à une affaire qui avait captivé l'État de l'Ohio. Le docteur Hughes a plaidé non coupable. L'emprisonnement l'avait beaucoup affecté. Il paraissait pâle, avait perdu du poids et semblait visiblement nerveux. Bien qu'il mesurât 1,78 m et qu'il ait une carrure robuste, son temps passé derrière les barreaux lui avait donné l'air plus âgé. Mais malgré cela, il restait bien habillé et gardait une allure distinguée. Le procureur Charles W. Palmer exposa l'affaire avec précision, soulignant l'obsession de M. Hughes pour Tamsin et les faits menant à son arrestation. De nombreux témoins furent appelés à la barre, dont beaucoup avaient vu le docteur Hughes et Tamsin Parsons ensemble pendant leur brève relation, tandis que d'autres racontèrent son comportement après leur séparation et décrivirent son obsession croissante pour elle après leur mariage bigame. Certains parlèrent de ses poursuites incessantes, de ses actions erratiques et de son incapacité à accepter la fin de leur relation, dressant le portrait d'un homme consumé par l'obsession. Edward Nichols, 14 ans, déclara avoir travaillé dans le bureau de M. Hughes et y avoir vu un pistolet à monture argentée, habituellement sous l'oreiller de ce dernier chaque matin. La défense tenta cependant de présenter Dr. Hughes comme un homme mu par l'amour et non la malveillance, affirmant que ses actes résultaient du désespoir plutôt que d'une intention, notamment le 9 août, où son comportement fut observé par de nombreux témoins. Des témoins attestèrent de sa bonne réputation, de son parcours dans l'infanterie et expliquèrent comment l'alcool avait causé sa disgrâce. Monsieur Jean-Daniel Keegan a témoigné connaître l'accusé depuis 1862 et a affirmé que son comportement ivre était imprévisible. Il a dit que Monsieur Hughes ne se souciait pas de ses actes en étant ivre, devenant incohérent, mais restait un gentleman sobre. Monsieur Keegan a précisé que, ivre, Monsieur Hughes était parfois si désagréable qu'il lui avait interdit l'entrée de son magasin. Monsieur Paul Maguire, qui possédait une épicerie, a témoigné qu'il avait vu Monsieur Hughes et Monsieur Russell la veille du meurtre et a déclaré que Monsieur Hughes avait demandé une flasque de son meilleur whisky qu'il voulait pour son voyage à Bedford. Il a précisé que Monsieur Hughes était habituellement sobre en magasin mais devenait désagréable en étant ivre. Monsieur John Cubbin était un témoin important. Il avait été une connaissance d'enfance des accusés, car lui aussi venait de l'île de Man. Il a raconté au tribunal des cas de maladie mentale dans la famille Hughes et a mentionné la grand-mère de John, Madame Jane Kenwich, qui s'était donné la mort, peut-être à cause d'une instabilité mentale. Il a également donné des exemples d'autres cas de maladie mentale dans la famille Hughes, et la défense a soutenu que cette instabilité mentale potentielle pouvait être héréditaire. À mesure que le procès avançait, les émotions montaient, d'autres témoins étaient présentés, et le public ainsi que la presse s'impliquaient davantage dans l'affaire. Chaque témoignage ajoutait au poids de l'affaire et l'atmosphère dans la salle d'audience devenait de plus en plus tendue à mesure que l'accusation et la défense poursuivirent la présentation de leurs arguments. Finalement, le dernier témoignage a été entendu et, après les plaidoiries finales, le juge Coffinberry a résumé l'affaire. Il a expliqué soigneusement au jury la relation complexe entre la folie,
l'ivresse et la responsabilité pénale. Il a déclaré que si l'esprit d'une personne devenait altéré en raison d'une ivresse habituelle, au point de ne plus pouvoir distinguer le bien du mal ou de comprendre la nature de ses actes, elle ne pouvait pas être tenue responsable du crime, tout comme si sa folie avait été causée par des facteurs naturels. Il a toutefois précisé qu'une personne commettant un crime sous l'effet de la colère en état d'ivresse ne pouvait être totalement absoute de sa responsabilité par la folie passagère due à l'ivresse. Le jury s'est retiré et la séance du tribunal a été levée. Lorsque l'annonce du verdict du jury a été faite, tout le monde s'est précipité dans la salle d'audience et une grande foule s'est rassemblée à l'extérieur. Un lourd silence s'installa quand le prisonnier arriva, chacun attendant avec anxiété. À 3 heures, le shérif fit entrer le jury. L'appel a été fait et le juge a demandé « Messieurs du jury, êtes-vous parvenus à un accord ?» Le président du jury, un homme nommé Dr Moore, répondit alors « Nous l'avons fait ». Le juge demanda alors « Quel verdict rendez-vous » À cela, le président du jury répondit « Coupable de meurtre au premier degré ». Le docteur John Hughes ne montra aucune réaction et fut condamné à mort. La sortie du tribunal fut solennelle et tendue. Il sortit d'un pas assuré, affrontant la foule avec dignité, tandis que les spectateurs le regardaient avec pitié. Son expression resta sombre, comme s'il s'était déjà préparé à ce qui allait arriver. Lorsqu'il était en prison, attendant son exécution, John Hughes réfléchissait à son passé. Il a dit qu'il regrettait profondément les choix qu'il avait faits, qu'il avait menés à ce point. Et il a exprimé des remords, en particulier pour l'impact sur son fils, sachant que ses actes avaient laissé un héritage durable de honte. Mais il a accepté sa sentence et a attendu le jugement final. Des efforts ont été faits pour que sa peine soit commuée en réclusion à perpétuité, mais tous ont échoué et le docteur John Hughes a été exécuté le 9 février 1866. Alors qu'il se tenait sur l'échafaud, il s'est adressé à l'Assemblée, prononçant un long discours dans lequel il a réfléchi sur sa vie, ses erreurs passées et les événements tragiques qui avaient conduit à sa condamnation. Il a attribué une grande partie de sa chute à l'alcool, mettant en garde les autres contre ses effets dévastateurs. Dans ses derniers instants, il a exprimé l'espoir solennel que son destin servirait de leçon, dissuadant les autres de suivre le même chemin destructeur. Bonjour à tous, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.